Avant l'invasion russe de l'Ukraine, la Russie assurait au monde qu'elle possédait la deuxième armée la plus puissante au monde, juste derrière les États-Unis. Mais à mesure que la poussière de la guerre retombait, il devint de plus en plus évident que le puissant ours n'était qu'un tigre en papier. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken l'a parfaitement exprimé dans un discours prononcé en Finlande. Le Kremlin a souvent affirmé qu'il possédait la deuxième armée la plus puissante au monde. Et beaucoup l'ont cru. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui considèrent l'armée russe comme la deuxième plus puissante d'Ukraine. Une étude de cas d'échec. C'est ainsi que Blinken a décrit les Russes et l'équipement, la technologie, le leadership, les troupes, la stratégie, les tactiques et le moral du pays. De plus en plus, les aspects de l'armée russe mis en avant par Blinken correspondent presque parfaitement aux raisons pour lesquelles l'armée russe est plus faible qu'on ne le pense. Nous parlerons des raisons dans cette vidéo. Mais avant d'aborder ces facteurs critiques, voyons comment créer l'illusion d'une armée russe puissante. L'explication est simple. Tout dépend du look. Beaucoup voient l'armée russe comme le successeur de la machine de guerre soviétique, en infériorité numérique et impitoyable. Rappelez-vous que c'est l'Union soviétique qui a dépensé plus de 20% de son produit intérieur brut, au PIB, pendant la guerre froide pour maintenir son image de colosse militaire capable d'écraser n'importe quel adversaire avec un simple épuisement et une efficacité brutale. Cependant, les apparences peuvent être trompeuses en tant que vestige de l'héritage soviétique. La Russie a hérité de bien plus qu'une simple image. Il a également hérité de faiblesses fondamentales. Cette faiblesse s'est désormais révélée au monde entier, le noyau fragile de l'armée russe, auparavant masqué par de vaines vantardises, s'est fissuré et désintégré lors du test ukrainien. Examinons donc chacune de ces fissures qui ont fait s'effondrer la façade de l'armée russe sous le poids de sa propre surestimation. La première fissure est probablement la plus évidente. L'armée russe a tout simplement perdu trop de soldats en Ukraine, affaiblissant ainsi la base même de sa préparation opérationnelle. Selon les données de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, entre le 24 février 2022 et le 6 juillet 2024, la Russie a perdu jusqu'à 561 400 personnes, militaires. Cela représente plus d'un demi-million de soldats en un peu plus de 2 ans. La dernière fois que des pertes aussi dévastatrices y ont été enregistrées, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les nations se sont mobilisées à une échelle sans précédent. Cependant, en juin 2024, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que près de 700 soldats russes combattaient en Ukraine. Alors, à quel point l'armée russe peut-elle être faible? Même après toutes ces lourdes pertes? Tout d'abord, est-ce que quelqu'un croit encore aux affirmations de Poutine alors qu'elles se sont révélées fausses à plusieurs reprises? Mais pour les besoins du débat, supposons que ces chiffres ne soient pas excessivement gonflés. La question est de savoir d'où viennent toutes ces troupes. Étant donné que les pertes militaires russes sont bien réelles et que les forces armées du pays avant l'invasion comptaient environ 900 soldats et officiers. Quelque chose ne va définitivement pas. L'élément manquant dans ce calcul est le service militaire. En août 2022, Poutine a signé un décret visant à augmenter de 137 le nombre de soldats russes. En décembre 2023, il a ordonné l'ajout de 170 combattants supplémentaires. Si l'on en croit Sergei Shoigu, ministre de la Défense de longue date, aujourd'hui déchu, près de 490 soldats sous contrat et volontaires ont rejoint l'armée rien qu'en 2023. Bien qu'ils présentent ces chiffres sous le prisme de l'héroïsme et du sacrifice, ils ont probablement davantage à voir avec les salaires et avantages généreux offerts pour attirer les recrues. Il a notamment été annoncé que les soldats russes recevaient au moins 210 roubles par mois, soit environ 200-300 $, pour participer à la guerre de Poutine. C'est plus de 3 fois supérieur au salaire moyen en Russie, qui était de 71 419 roubles en juillet 2023. Il est donc possible que la Russie dispose de nombreuses troupes, mais comme vous le verrez bientôt, ce ne sont que des chiffres à l'échelle du pays. Comme vous pouvez le constater, de nombreux militaires russes parmi les plus élites sont morts au cours des premières semaines du conflit en Ukraine.
Les nouveaux conscrits ne remplacent en aucun cas les connaissances et l'expérience acquises au cours des combats de ces soldats, surtout lorsqu'ils ne sont enrôlés que pour 1 an, la plupart du temps étant consacrés à l'entraînement. Mais plus les soldats mouraient en Ukraine, plus la période de formation était courte et plus les efforts de mobilisation de la Russie devenaient désespérés. L'Institut pour l'étude de la guerre, OISW, a rapporté que la Russie avait même tenté de recruter de nouvelles troupes sur le territoire ukrainien, en menant une mobilisation porte-à-porte à Kadivka et en forçant les habitants de Luhansk à rejoindre l'armée par le biais d'extorsion et de menaces. À cela s'ajoutent les 100 prisonniers dangereux que la Russie a libérés pour combattre en Ukraine et de nombreux conscrits mal préparés dans le cadre de la mobilisation partielle de 300 réservistes par Poutine. Appeler ces réservistes c'était une telle erreur, que même Poutine l'a reconnu lors d'un appel vidéo avec ses conseillers, exprimant ses regrets face au recrutement de malades chroniques, d'hommes trop vieux pour se battre et de pères avec enfants. Cependant, ces regrets ne contribueront pas à atténuer les graves conséquences d'un effort de mobilisation aussi précipité et mal avisé, ni à calmer le mécontentement croissant parmi les soldats russes. D'autant plus qu'il devient de plus en plus clair que la Russie continue de traiter ses troupes, comme l'Union soviétique a traité le char T-34 pendant la Seconde Guerre mondiale, comme des atouts jetables. Le T-34 était peu coûteux à construire, ce qui a permis à l'armée rouge de le produire en masse et de l'envoyer pour être détruit. De la même manière, la Russie continue d'exposer ses soldats au danger en négligeant leur sécurité et en les traitant comme de simples pions. Dans les deux cas, le sentiment dominant semble être le suivant. Et vous pouvez toujours en obtenir plus, comme on pouvait s'y attendre. Cette volonté de sacrifier des vies russes et de mener une guerre d'usure à un prix qu'aucun pays occidental n'accepterait jamais n'a pas réellement incité les soldats russes à prendre plaisir à remplir leur mission. Cela nous amène à la deuxième fissure dans la façade de l'armée russe. Un moral extrêmement bas, alimenté par un sentiment d'unité. Traitement complètement épouvantable de la part du gouvernement et la sombre réalité de la guerre. En août 2023, un petit groupe de soldats russes stationnés dans la région de Kherson ont enregistré une vidéo dans laquelle ils décrivaient leur morale comme étant en dessous du niveau du sol. Selon l'organisation indépendante de médias de guerre English War Translated, qui a publié et bien sûr traduit la vidéo. Ces soldats se sont plaints d'avoir été envoyés sur la ligne de défense sans entraînement approprié, sans appui aérien, sans appui d'artillerie et sans équipement lourd. Cette vidéo est comparable à l'évaluation de novembre 2022 de l'ISW, qui a révélé que le moral et l'état mental des forces russes dans les oblasts de Luhansk et de Donetsk sont extrêmement faibles en raison de lourdes pertes sur le champ de bataille, de désertion de soldats et d'une préparation au combat inadéquate. Compte tenu de tout cela, il n'est pas surprenant que la consommation de méthamphétamine et d'autres drogues au sein de l'armée russe soit en augmentation. Selon Radio Free Europe Radio Liberty, une organisation médiatique financée par le gouvernement américain, le traitement épouvantable qui a entraîné des conséquences aussi catastrophiques fait également partie d'une troisième fissure dans la force perçue de l'armée russe, à savoir un manque flagrant de tactics sur le champ de bataille et de prévoyance stratégique. Jusqu'à présent, la seule tactique sur laquelle les forces russes se sont fortement appuyées a été la fameuse stratégie du hachoir à viande. Cette stratégie est exactement ce à quoi elle ressemble. Des soldats mal préparés et mal équipés sont envoyés en masse au combat pour vaincre la ligne de front ukrainienne. Pas de victimes ni d'objectifs stratégiques. Une agression pure et non filtrée. Comme nourrir les soldats directement dans le hachoir à viande impitoyable de la bataille. À première vue, cette approche peut donner l'impression d'une puissante armée russe en attaque acharnée. Cependant, en y regardant de plus près, il apparaît clairement que cette armée ne fait pratiquement aucun progrès et qu'elle subit des pertes dévastatrices. Nous pouvons observer une approche similaire dans tous les autres théâtres. La Russie semble déterminée à détruire complètement l'Ukraine. Mais en réalité, elle ne fait que détruire sa propre puissance militaire. Les pertes importantes dans le département des équipements militaires ne font que le confirmer.
Ces pertes sans débat sont également une autre raison pour laquelle l'armée russe est beaucoup plus faible qu'on ne le pense. La quatrième fissure. Selon un rapport du 16 juillet de l'État-major général des forces armées ukrainiennes, la Russie a perdu les équipements suivants depuis le début de l'invasion. 827 chars, 15 862 véhicules blindés de combat, 20 680 véhicules et réservoirs de carburant, 15 368 systèmes d'artillerie, 119 systèmes de missiles multiples, 892 systèmes de défense aérienne, 361 avions, 326 hélicoptères, 1293 véhicules aériens sans pilote, 28 navires et bateaux et un sous-marin. Ce sont de lourdes pertes pour l'armée qui, selon les plans initiaux, devait écraser Kiev en quelques jours. La Russie est peut-être entrée en guerre avec une quantité énorme d'armes et d'équipements, mais elle a vite découvert que la plupart d'entre eux étaient largement inférieurs à leurs homologues occidentaux. Prenons, par exemple, l'hélicoptère d'attaque Kamov K-52, appelé Alligator. Avant l'invasion, les experts militaires considéraient le K-52 comme l'un des avions les plus puissants de ce type. Cet hélicoptère biplace est une version grandement améliorée de l'avion original Kamov K-50 Black Shark, qui possédait un cockpit monoplace. Grâce à ces améliorations, le K-52 s'est présenté comme une plateforme capable d'assumer divers rôles, notamment l'attaque au sol, l'appui aérien rapproché, la protection des convois et la patrouille armée. Tout cela tout en maintenant une vitesse de pointe de près de 200 mph, une vitesse de croisière de près de 160 mph, une autonomie de navette de près de 700 miles, un rayon de combat de 285 miles et une limite opérationnelle de 50 mètres. Et pourtant, les forces ukrainiennes, prétendument inférieures, ont réussi à abattre plus de 80 de ces hélicoptères de combat d'une valeur de 16 millions de dollars, qui représenterait la moitié de la flotte totale russe de K-52. C'est une étude de cas d'échec. La destruction presque sans effort de l'hélicoptère K-52 a amené le général Apache à l'IL-16, retraite de l'armée américaine Ben Hodges, à remettre en question les capacités de l'ensemble de l'armée russe, y compris l'équipement et le personnel qui en sont responsables. Après que la 47 et brigade mécanisée séparée ait abattu un K-52 dans la région de Zaporozhye et enregistré l'incident sur vidéo, Hodges a conclu que le pilote russe était clairement incapable de piloter l'hélicoptère d'attaque. Mais l'incompétence de l'armée russe ne s'arrête pas là. Cela va jusqu'au sommet, jusqu'aux dirigeants militaires eux-mêmes, qui constituent la cinquième fissure dans la puissance militaire perçue par la Russie. Chaos, dysfunctionment, corruption, appelez cela comme vous voulez. Chacun de ces mots décrit le mieux l'état actuel du commandement militaire russe. Même si, à vrai dire, cela a toujours été le cas des dirigeants russes, l'invasion a montré à quel point le noyau de la hiérarchie militaire russe est pourri. L'événement qui l'a clairement confirmé a été le limogeage de Sergei Shoigu, qui a été ministre de la Défense de la Russie pendant 12 ans. Même si cette décision était attendue depuis un certain temps, elle restait choquante compte tenu de la proximité de Shoigu avec Poutine. Alors pourquoi Poutine a-t-il décidé de tromper son confident de longue date? Eh bien, il y a plusieurs raisons possibles à cette décision très importante, notamment la mauvaise performance globale de l'armée russe en Ukraine et sa querelle personnelle avec Eugène Prigojine, le défunt chef du groupe Wagner, qui a culminé avec le tristement célèbre soulèvement de Wagner en juin 2023. Cependant, la principale raison du départ de Shoigu était son implication présumée dans des stratagèmes de détournement de fonds. Comme le dit Diplomate, un magazine international en ligne couvrant la politique indo-pacifique, la faiblesse actuelle montre également ce qui se produit lorsqu'une seule personne, Sergei Shoigu, est autorisée à voler la majeure partie du budget de la défense. Donc, si la seule personne chargée d'assurer l'état de préparation et les capacités militaires ne se soucie que de remplir ses propres poches, quelle peut réellement être la force de cette armée? La réponse est douloureusement claire et pas du tout forte. Le départ de Shoigu n'est pas seulement un changement de direction. C'est une mise en accusation d'un système criblé de corruption et d'incompétence.
Un système qui a laissé tomber ses soldats et son peuple. Un autre asque qui a fait défaut à l'armée russe, la laissant impuissante et exposée, est l'industrie de défense publique, qui constitue la 6e raison pour laquelle l'armée russe est plus faible qu'on ne le pensait initialement. Cette industrie, autrefois symbole de la puissance soviétique, est aujourd'hui devenue un vestige d'inefficacité et de technologie dépassée, en proie à la mauvaise gestion et à la corruption. Elle n'est plus en mesure de produire les armes et les équipements avancés nécessaires au maintien d'une force armée moderne. Au lieu de l'innovation, c'est la stagnation. Au lieu de la force, il y a la sensibilité. Ce système en ruine ne peut pas suivre le rythme des progrès mondiaux, laissant l'armée russe vulnérable et mal préparée aux défis de la guerre moderne. Bien sûr, Poutine a récemment développé considérablement l'industrie de la défense, en produisant de nombreux obus d'artillerie, missiles et drones. Mais le mal est déjà fait. Des années de négligence et de corruption ne peuvent être corrigées du jour au lendemain. Une nouvelle production peut augmenter les chiffres, mais elle ne peut pas masquer la faiblesse sous-jacente. Mais même cette soi-disant nouvelle production n'est pas toujours complètement nouvelle. Qu'entendons-nous par là? Bien qu'il n'y ait tout simplement pas assez de temps pour produire de nouvelles armes à la vitesse que la Russie souhaite et, avouons-le, dont elle a besoin. L'industrie a donc eu recours à des fouilles dans les stocks de l'ère soviétique et à la cannibalisation de vieux équipements pour préserver les apparences. Il s'agit également de la 7e et dernière fissure dans la façade du pouvoir russe, qui s'est effondrée sous l'examen minutieux. Dans un sens, la dernière raison pour laquelle l'armée russe est plus faible qu'on ne le pense est la même que la première raison que nous avons mentionnée. Bien sûr, la Russie peut avoir des effectifs excessifs sur le papier, mais ses troupes sont mal entraînées, insuffisamment équipées et manquant de morale. Un contraste frappant avec les unités d'élite dont le Kremlin se vantait autrefois. Dit même, la Russie affiche des chiffres de production élevés, comme 200 chars produits en 2023, allant du T-55 au T-62, en passant par le dernier T-90. Mais combien de ces chars ont été retirés du stockage, légèrement rénovés et envoyés pour être détruits sur le champ de bataille? Beaucoup, selon l'Agence suédoise de recherche sur la défense. La même agence estime que la Russie ne produira que 520 nouveaux chars en 2023, dont 62 T-90M. Projev, 62 T-90, T-90 et 80 T-80. BVM, 140 T-72B3 et 140 T-72B3M. Ainsi, la Russie dispose peut-être encore d'une quantité impie d'armes et d'équipements, mais ils sont au mieux pauvres et voués à l'échec dans le combat moderne. Pire encore pour la Russie, ces approvisionnements ne peuvent pas durer éternellement. En fait, cela ne durera que jusqu'à la mi-2025, selon les récentes prévisions d'une plateforme ukrainienne de renseignement et d'analyse dont le nom se traduit approximativement par Military Fortune Teller. Bien entendu, les véhicules de ces entrepôts, produits pendant le boom industriel de l'Union soviétique, ne peuvent pas être remplacés par une nouvelle production, ce qui représente bien plus qu'un simple défi logistique. Cela représente une crise fondamentale dans les capacités de défense de la Russie. Pour cette raison, de nombreux experts estiment que le temps presse pour l'armée russe en Ukraine. La seule chose qu'elle peut faire est de se tourner vers les importations étrangères en provenance de Corée du Nord, d'Iran et de Chine, comme elle l'a déjà fait lors de l'invasion, compromettant ainsi l'autosuffisance et la souveraineté de la Russie en matière de sécurité nationale. Et une armée qui n'est pas autosuffisante n'est pas forte. Voici 7 aspects de la puissance militaire russe en Ukraine, où les revendications sont une chose et la réalité en est une autre. Ces 7 aspects révèlent une armée affaiblie, dépendante d'équipements obsolètes et des importations étrangères, en proie à la corruption et à l'incompétence, et luttant pour maintenir le moral et l'état de préparation de ses rangs. Et si nous vous disions que l'état actuel de l'armée russe n'est que partiellement lié à l'Ukraine, il est vrai que l'armée russe a toujours été vouée à l'échec en raison de faiblesses profondes qui existaient bien avant l'invasion que nous avons déjà évoquée. Par coïncidence, ces faiblesses englobent également 7 catégories clés.
Examinons donc une autre liste de raisons qui ont affaibli l'armée russe en premier lieu. Beaucoup d'entre eux ont directement causé les 7 fissures évoquées dans cette vidéo. Le premier est la réticence obstinée à décentraliser le pouvoir de décision. Caractéristique de plus de 5 siècles d'autocratie russe. En raison d'un processus décisionnel centralisé, l'armée russe a souvent mis du temps à s'adapter aux circonstances changeantes et à répondre aux menaces et aux opportunités dynamiques. Pour cette raison, la Russie ne dispose pas d'un corps de sous-officiers efficace, indispensable à une gestion efficace du champ de bataille. Sans un corps de sous-officiers solides, qui constitue l'épine dorsale de nombreuses armées modernes, la Russie a du mal à déléguer efficacement l'autorité et les responsabilités au sein de ses rangs, ce qui entraîne une inefficacité, une mauvaise coordination et un manque d'initiative du personnel. Mais pourquoi la Russie insiste-t-elle sur un processus décisionnel centralisé alors qu'elle fait plus de mal que de bien à son armée? C'est simple en fait. C'est tout ce que ce pays a jamais connu. Tout au long de la longue histoire de la Russie, le pouvoir a toujours été concentré entre les mains d'un seul dirigeant, à l'abri de tout contrôle extérieur et du contrôle du peuple. Cette tradition autocratique a également façonné la culture militaire du pays, axée sur le respect rigide des ordres, plutôt que sur une communication ouverte et sur les droits individuels. En d'autres termes, le système militaire russe doit être compatible avec l'autocratie afin d'éviter de l'ébranler. Pour cette raison, l'armée russe n'a jamais formé de manière adéquate les sous-officiers pour encadrer les officiers et enseigner ou responsabiliser les soldats réguliers de quelque manière que ce soit, car leur rôle était pratiquement inexistant. Le nombre de sous-officiers russes dans l'histoire était également négligeable. Par exemple, au début du XXe siècle, l'armée impériale russe ne comptait qu'environ 2 sous-officiers supérieurs par compagnie de 12 soldats de longue date. En comparaison, les entreprises allemandes de la même époque en possédaient 12. Les entreprises russes ne pouvaient donc effectuer aucune manœuvre sophistiquée nécessitant une coordination approfondie. L'idée était d'envoyer des soldats en masse, aussi vulnérables soient-ils. Cela vous semble familier, n'est-ce pas? Une autre faiblesse profondément enracinée de l'armée russe, qui se porte bien aujourd'hui, est le manque d'informations précises au sein des rangs militaires. Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine sur la base de renseignements inexacts garantissant la chute de Kiev en quelques jours. Malheureusement, nous connaissons tous les conséquences désastreuses de cette erreur de jugement. Encore une fois, l'incapacité d'encourager une communication honnête au sein de l'armée et du gouvernement découle d'une tradition autocratique profondément enracinée dans laquelle le contrôle centralisé est primordial pour maintenir le pouvoir politique. Le Kremlin s'appuie sur la propagande et la coercition pour réprimer la dissidence et garantir le respect des règles. En maintenant une culture dans laquelle la communication honnête est découragée et les voix dissidentes sont réduites au silence ou punies. Un tel environnement ne peut qu'empêcher la collecte et l'analyse précise de renseignements, comme le démontrent les renseignements erronés qui ont influencé la décision russe d'envahir l'Ukraine. De plus, ce précédent historique consistant à adapter les renseignements au discours du Kremlin a imprégné presque tous les aspects de la guerre en Ukraine, perpétuant un cycle de manipulation ou de dissimulation d'informations pour maintenir la perception de la réalité du régime. C'est probablement la raison pour laquelle Poutine et ses chiens d'hôtel croient encore que la Russie possède la 2e armée la plus puissante au monde. C'est aussi la raison pour laquelle ces mêmes personnes ont réussi à sous-estimer sérieusement la résistance ukrainienne et la détermination de l'Occident, ce qui a finalement presque détruit l'armée de ce pays. Il n'est donc pas surprenant qu'il s'agisse de la prochaine partie de son héritage militaire. La 3e dont nous parlerons, idéologie impérialiste de la Russie. La lentille impériale à travers laquelle l'information est filtrée en Russie perpétue une culture de conformisme et de désinformation, façonnant des politiques qui sous-estiment leurs adversaires et surestiment les capacités russes. Ajoutez à cela des interprétations historiques sélectives et le rejet des récits alternatifs. Et vous comprendrez à quel point Poutine a vécu si longtemps dans sa propre petite bulle. On comprend également pourquoi il a envoyé ses troupes en Ukraine, estimant qu'aucune opposition ne les y attendrait. Après tout, l'Ukraine est russe et les Ukrainiens sont russes, n'est-ce pas? Même pas proches.
Mais ce qui est indéniablement russe, c'est le recours à la brutalité pour maintenir le contrôle, qui constitue la quatrième raison profonde pour laquelle l'armée russe est plus faible qu'on ne le pense. La brutalité ancrée dans la culture militaire russe est enracinée dans une histoire de contrôle autocratique et de violence d'État, issue d'institutions impériales telles que le procès d'Ivan Quat, aux organisations de l'ère soviétique telles que la Tchéka et le KGB. Entre 1971 et 1991 seulement, on estime que 61 millions de personnes sont mortes directement en Union soviétique à cause des massacres commis par l'État, des déportations massives et du système du goulag. Cet héritage a perpétué un système dans lequel la dissidence politique est réprimée par la terreur et la violence, comme en témoignent les mauvais traitements infligés aux civils et aux soldats. Cette tendance s'est poursuivie lors de conflits tels que les guerres en Afghanistan et en Tchétchénie, où des tactiques coercitives ont été dirigées contre les populations pour imposer le contrôle du gouvernement, souvent avec des conséquences humanitaires dévastatrices. En Afghanistan, cette approche a entraîné la mort d'1,5 million de civils et l'expulsion de 6 millions d'autres du pays. La corruption et la négligence au sein de l'armée russe exacerbent ces problèmes, laissant les soldats sous-équipés et vulnérables à des abus systématiques tels que le dedovщина, une forme de mauvais traitements brutaux que les officiers tolèrent afin de maintenir la discipline. L'impact qui en résulte sur le moral et la cohésion des unités compromet l'efficacité du combat, car les soldats manquent de confiance dans le leadership. Encore une fois, un scénario très familier. Cet environnement non seulement brutalise les soldats russes, mais favorise également une culture de mépris des normes internationales, comme en témoignent les crimes de guerre commis contre les civils ukrainiens. Après tout, s'ils ont eux-mêmes été victimes de brutalité, pourquoi ne s'en prennent-ils pas à quelqu'un d'encore plus faible? Une façon de penser terrible, mais très clairement visible dans le comportement de l'armée russe. Un autre facteur qui a contribué à cet état misérable de l'armée russe est la corruption. Nous avons déjà évoqué la corruption à propos de l'inefficacité du leadership militaire. Mais ce facteur est aussi courant dans l'armée qu'il nécessite une attention particulière. La corruption en Russie a de profondes racines historiques, depuis l'autocratie tsariste, en passant par le communisme soviétique, jusqu'à aujourd'hui, sous Poutine. Cette corruption omniprésente imprègne tous les niveaux de la société, y compris l'armée, affectant gravement l'état de préparation au combat et le moral. Les soldats ont toujours souffert de détournements de salaire, d'équipements inadéquats, résultant de vols et de ventes au marché noir, ainsi que de défaillances logistiques exacerbées par la corruption. Même lors de conflits tels que la première guerre de Tchétchénie et les opérations dans les Balkans, la corruption était endémique dans les opérations militaires. Les soldats vendant des armes et des fournitures à des ennemis ou à des fins personnelles. Aujourd'hui, malgré les réformes et une surveillance accrue, la corruption reste endémique, affectant plus de 80% des contrats de construction de défense et menaçant l'efficacité du combat. C'est pourquoi la Russie se classe au 141 rang sur 100, 80 pays dans l'indice de perception de la corruption de Transparency International, soit une baisse de 4 places par rapport à 2022, malgré de prétendues réformes. À titre de comparaison, les États-Unis occupent la 24 et place dans ce classement. Comme en 2022, la Russie se classe bien mieux, qui figure sur la liste des pays en termes de PIB nominal, où elle figure parmi les 15 premiers au monde. Mais ce n'est que lorsque Poutine a licencié Shoigu et l'a remplacé par l'économiste Andrei Belyasov que la Russie ait réellement amené son économie au niveau de la guerre. Auparavant, l'économie russe avait été sérieusement négligée pendant des années, ce qui constitue la 6e raison principale de l'affaiblissement de l'armée russe. Après tout, une économie solide a toujours été nécessaire pour soutenir tout effort militaire. Tout ce que la Russie a fait dans le passé s'est fortement appuyé sur les fluctuations des revenus pétroliers et gaziers, ce qui rend difficile la diversification dans d'autres secteurs et rend l'économie vulnérable au changement du marché mondial de l'énergie. Bien sûr, il existe une corruption généralisée, une inefficacité bureaucratique, un manque de réformes et des investissements insuffisants dans l'éducation et la santé, qui affaiblissent tous ensemble l'économie russe et, par extension, l'armée russe.
La septième et dernière raison pour laquelle l'armée russe est devenue véritablement faible réside dans les difficultés inhérentes à son projet de conquête de l'Ukraine. Même si aucune des raisons ci-dessus n'avait d'importance, une invasion rapide serait encore presque impossible à réaliser. Après tout, nous parlons d'environ 190 soldats et de dizaines de milliers de véhicules qui se déplacent dans les zones urbaines en plein hiver, sans pratiquement aucun soutien aérien en raison des mauvaises conditions météorologiques et de l'éclairage. Une attaque rapide contre Kiev, la 7e ville la plus peuplée d'Europe avec 3,5 millions d'habitants couvrant 324 miles carrés, était tout simplement trop difficile avant que l'Ukraine et ses alliés n'aient eu la chance de réagir efficacement. Bien entendu, comme nous le savons désormais, cette réaction a également été l'une des causes de l'effondrement de l'armée russe, qui se bat désormais pratiquement contre elle-même. Mais malgré toutes ses faiblesses, les experts militaires n'écartent pas l'armée russe pour plusieurs raisons. Premièrement, la Russie a démontré une capacité étonnante à s'adapter et à innover face aux défis. Deuxièmement, les faiblesses russes ne sont pas le seul facteur nécessaire à la victoire de l'Ukraine. Troisièmement, une Russie faible reste très dangereuse dans le monde entier. Peut-être même plus encore, car on sait qu'un animal blessé est imprévisible et brutal. Mais qu'en pensez-vous? Est-ce que le début de la fin de l'armée russe ou s'agit-il simplement d'une défaite temporaire? Et si l'Ukraine veut exploiter toutes les faiblesses, comment doit-elle s'y prendre? Partagez vos réflexions dans la section commentaires ci-dessous.